Witokana. Bonjour à toutes et à tous, chers collectionneurs et collectionneuses, chers amis de la Witokana, chers professeurs, chers collègues, chers tous et toutes. Je suis ravie de vous accueillir au sein de ce nouveau colloque en ligne, co-organisé par la Witokana et François Mérès. Colloque en ligne qui est la suite d'un premier volet qui a été diffusé le 23 avril dernier, autour d'une thématique qui est chère à l'institution, à savoir celle des collectionneurs et du collectionnisme, et plus particulièrement, cette fois-ci, du lien entre les collectionneurs et les musées. Je m'appelle Géraldine David, je suis directrice et conservatrice de la Witokana. Alors, comme je le disais la dernière fois, ça fait maintenant 2 ans que la Witokana a lancé cette série de journées d'études et de publications intitulées « Ce que collectionner veut dire ». Le but était de provoquer des moments de rencontre entre les collectionneurs, les scientifiques, les professionnels des musées, les amateurs d'art et de livres, et bien sûr le public intéressé. Comme je l'ai aussi dit il y a 2 semaines, la Witokana doit son existence à la passion d'un homme, Michel Witok, qui était bibliophile et grand collectionneur de livres. Et c'est de sa passion et de sa collection qu'est née l'institution. C'est ainsi que naturellement, la Witokana se propose de réfléchir sur le thème de la collection. Donc aujourd'hui est la seconde matinée d'études depuis le décès de notre collectionneur fondateur ce mois de juillet 2020. Et donc nous plaçons cette matinée en clin d'œil et en salut à ce dernier. L'idée avec ce que collectionner veut dire était donc de se faire rencontrer des mondes qui n'ont pas toujours l'occasion de se croiser, et c'est ainsi qu'en mars 2019 avait été organisée la première de ces journées dont le thème avait été proposé par François Mérès à notre comité scientifique, et c'était collectionneurs et psyché. Et donc nous avons eu au cours d'une journée d'études un dialogue entre des scientifiques spécialistes de la question, mais aussi des psychologues et des psychanalystes et des collectionneurs. L'après-midi de cette journée d'études était consacrée aux rencontres avec les collectionneurs, qui chacun ont parlé de leur passion ou de leur folie. Et une publication a suivi cette journée d'études. Je vous la montre à l'écran et elle est évidemment toujours disponible à la Witokana ou sur simple demande email. Alors, grâce à nos éminents et éminentes intervenants panélistes, nous avons pu, lors de la dernière séance du 23 avril dernier, explorer divers aspects qui caractérisent la relation si particulière qui se tisse à de multiples occasions entre les collectionneurs et les musées. Je vous en ferai un bref résumé d'ici peu, mais sachez que cette matinée d'études peut toujours être visionnée sur la chaîne YouTube de la Witokana. En fait, nous avions prévu à l'initial de faire une seule journée d'études sur le thème collectionneurs et musées, mais évidemment, avec le Covid, nous avons dû nous adapter aux circonstances matérielles et donc nous avons scindé en 2 ou 3 parties notre journée. Donc, par exemple, l'intervention de François Mérès a été scindée en 2, voire 3 parties, nous verrons. Lors de la dernière rencontre, François Mérès, qui est professeur d'économie de la culture et de muséologie à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, qui est professeur aussi à l'École du Louvre, qui a été directeur du Musée royal de Mariemont de 2002 à 2010, qui est board member de l'ICOFOM et auteur de nombreuses publications autour de la muséologie, François Mérès donc nous a introduit à la problématique par une mise en contexte qui nous a baladés au travers de diverses expériences de donation ou de legs vécues par les conservateurs ou les directeurs de musées, tels Michel Laclotte au Louvre, ou François Mérès lui-même d'ailleurs, qui a accueilli et géré la donation Boel au musée de Mariemont lorsqu'il en était directeur. Ce tour d'horizon nous a montré l'importance et la difficulté de la négociation qui s'opère entre un collectionneur et une personne à l'intérieur du musée, qu'il ou elle soit conservateur ou conservatrice d'une section ou d'une partie de la collection, ou directeur ou directrice. Il y a 2 semaines, François Mérès nous a donc plutôt parlé d'un point de vue de directeur d'une institution culturelle et de professeur d'université expert en la matière. Aujourd'hui, je pense qu'il coiffera une autre casquette, celle du collectionneur qui souhaite donner sa collection d'ouvrages, enfin en tout cas en l'occurrence sa collection d'ouvrages, mais sa collection à une institution.
En effet, François Mérès a lui-même fait don de sa collection d'ouvrages de muséologie au Musée royal de Marimont, et c'est à ce titre-là qu'il évoquera, lors de la présentation qui suivra, l'aspect de la relation entre collectionneur et musée, mais plutôt cette fois-ci d'un point de vue du collectionneur-donateur. Quelles sont les craintes et les difficultés auxquelles celui-ci est confronté avant le don, après le don? Alors, nous poursuivrons la séance par les interventions de M. Sergio Cervellone, directeur du Félix Art Museum à Drogenbos, et de M. Marc Danval, journaliste, écrivain, artiste et chroniqueur de jazz sur nos ondes de la RTBF, mais aussi collectionneur de disques de jazz et d'archives de musiciens. Alors, M. Cervellone nous entretiendra des conflits d'intérêts qui naissent lors de prêts par les collectionneurs d'œuvres dans le cadre d'expositions temporaires, tandis que M. Danval, lui, évoquera son expérience de collectionneur-donateur, puisqu'il a vendu, mais nous y reviendrons, une très importante collection de disques, entre autres à la KBR, à la Bibliothèque royale. Et nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous Marie Cornaz, qui est donc conservatrice de la section musique à la Bibliothèque royale, et qui interviendra sans doute aussi lors de l'entretien avec M. Danval. Alors, j'introduirai chacun des intervenants un peu plus avant, ainsi que leur intervention au moment venu, mais je tiens déjà à vous remercier chaleureusement, chers intervenants, et chers intervenants d'il y a 2 semaines qui êtes, je pense, dans le public, car évidemment, sans vous, ces journées d'études ne peuvent pas avoir lieu, les publications ne peuvent pas exister non plus. Alors, d'un point de vue pratique, avant que nous commencions, étant donné que nous sommes maintenant 45 en ligne, il semble difficile de donner la parole à chacun, mais nous comptons évidemment sur les interventions, sur vos questions, sur vos remarques, chers participants, que vous pouvez poster dans la fenêtre de discussion prévue à cet effet. Madame Anne-Sophie Radermaker, qui est maître de conférence à Erasmus University à Rotterdam, sera notre modératrice une fois encore aujourd'hui. Et par souci de concision et de clarté, elle agrégera au mieux les questions quand celles-ci se recoupent. Donc voilà, ne vous étonnez pas si votre question n'est pas nommément citée, mais sera reprise dans une question plus large. Merci Anne-Sophie pour cette modération. Je tiens à dire aux gens qui nous suivent sur Facebook Live que nous essayerons au mieux de tenir compte des commentaires et questions qui sont postés en dessous de la vidéo, mais ce sera peut-être de manière moins soutenue que via la plateforme Zoom. Alors, les 2 matinées d'études ont été diffusées ou sont diffusées sur Facebook Live et elles sont enregistrées. Elles figurent après la journée sur notre chaîne YouTube. Alors, il me reste à remercier nos partenaires et soutiens, la Fondation Roi Baudouin, qui est présente parmi nous aujourd'hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale et bien sûr la brasserie Duvel-Mauriette. Nos partenaires de communication aussi, l'ICOM, Calenda et Collectiana. Je salue aussi la présence parmi nous aujourd'hui de collectionneurs et collectionneuses, professionnels des musées, membres de l'administration de la culture, amateurs et amatrices d'art, et éminents et éminentes curieux et curieuses de Belgique, mais aussi, comme la dernière fois, de France, de Suisse et d'Italie. Voilà, merci pour votre présence. J'en ai fini. François, je vous cède la parole. Nous avions dit 15 minutes, et puis si vous êtes d'accord, malgré tout, quelques minutes pour les questions-réponses. Chers participants, n'hésitez pas, si des questions surgissent à votre esprit pendant la présentation de M. Mérès, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Nous essayerons d'y répondre dès la fin de la présentation. Voilà. Merci Géraldine, il faudrait activer le partage d'écran. Magnifique. Voilà. Bien, je pense que vous le voyez. Merci beaucoup donc pour cette introduction. Je ne reviendrai évidemment pas sur tout ce qui a été évoqué la dernière fois concernant cette relation entre collectionneurs et professionnels de musée. Ce qui me semble intéressant, c'est effectivement
Et ce que nous avons vu à travers notamment l'intervention tout à fait remarquable d'André Gobb, c'est un exemple tout à fait étonnant, bien sûr, des crispations qui peuvent exister entre un musée et les conservateurs et un donateur qui avait des exigences extrêmement importantes, comme vous l'aurez compris, mais qui constitue bien sûr sans doute une sorte d'idéal type des exigences du donateur qui souhaitait d'ailleurs se faire enterrer dans le musée. Le point en revanche qu'on peut évoquer, c'est effectivement ici plus précisément ce que cherche à faire d'une certaine manière le collectionneur lorsqu'il il donne sa collection au musée. Et cela probablement, évidemment, comme Géraldine l'a souligné, à travers ma propre expérience du musée de Marimont, la lettre que le fondateur de ce musée reçoit de son ami Franz Cumont en 1904 le rappelle de manière tout à fait remarquable. Je me permets de vous en lire un extrait qui révèle extrêmement bien, évidemment, la logique qu'il y a derrière un don. Donc, c'est Franz Cumont qui écrit à Raoul Warroquet. La plupart des gens, écrit-il, placent leur ambition dans leur famille. Ils espèrent que leurs enfants réaliseront un jour ce qu'ils n'ont pas pu accomplir et travaillent avant tout pour ceux en qui ils voient comme une prolongation de leur personnalité. Mais il se trouve des hommes, et je crains que nous n'en soyons l'un et l'autre, à qui les circonstances ont refusé cet espoir et ces joies. Pour eux, leur œuvre peut devenir les filles dont ils feront l'objet de toute leur complaisance. Elles aussi porteront leur nom et recevront l'empreinte de leur caractère. Elles grandiront suivant les principes qu'on leur aura inculqués. Elles s'animeront d'une vie qui dépassera de beaucoup les formes d'une existence humaine. Cette logique-là, Franz Cumont l'évoque évidemment à travers son œuvre scientifique, mais très clairement aussi, on peut l'envisager par rapport au monde de la collection. La collection survit évidemment au donateur et ce qu'on espère en quelque sorte, effectivement, c'est créer une sorte de monument à son immortalité, pourrait-on dire. Le principe du monument, d'ailleurs, dans son étymologie, c'est effectivement l'idée même, au sens le plus ancien du terme, dans l'Antiquité, de garder à la mémoire le nom d'une action célèbre, d'un personnage célèbre, et très clairement, un certain nombre de donations apparaissent comme des monuments construits par le donateur, par le collectionneur notamment, effectivement, à son immortalité d'une certaine manière. Tel est le cas, bien sûr, du musée royal de Marimont, tel peut être le cas d'une certaine manière aussi de la Bibliotheca Witockiana, qui porte le nom de son fondateur et donateur, et tel est par exemple aussi le cas du musée Nissim de Camondo, qui a été créé en mémoire de son fils tué lors de la Première Guerre mondiale, par donc le dernier des Camondo, richissime, qui très clairement, effectivement, constitue une collection tout à fait remarquable d'objets du XVIIIe qu'il va léguer dans la capitale, à la ville de Paris. C'est véritablement, effectivement, un monument philanthropique d'une certaine manière, et qui très clairement, à travers ce nom, va porter le nom de la famille, va porter le nom de la destinée. Et très clairement aussi, alors, au début du XXe siècle, l'idée même du nom de famille, de porter à la mémoire, en quelque sorte, le nom d'une tradition qui peut s'échelonner sur plusieurs siècles, constitue un patrimoine immatériel transmis de génération en génération. Et lorsque le dernier de la famille s'éteint, en quelque sorte, il y a la nécessité, pourrait-on dire, de créer un monument pour justement qu'on puisse se souvenir de ce nom. Que saurions-nous de certaines de ces destinées, de certaines de ces destinées, s'il n'y avait pas eu des musées conçus justement en l'honneur de ces derniers? Aurions-nous encore le souvenir de cet industriel du sucre qui figure justement, enfin qui fit fortune dans cette industrie, qui est Henry Tate, s'il n'y avait eu effectivement le don d'une collection importante à la Grande-Bretagne. Et il en va de même, effectivement, pour la Fondation Getty ou, bien sûr, la Fondation Gulbenkian, d'un côté, bien sûr, à Malibu, de l'autre, à Lisbonne. Donc, très clairement, évidemment, à travers la volonté
d'un don d'une collection, il y a d'une part la création d'une œuvre, et c'est un des points essentiels, évidemment. J'évoque ici le nom et la destinée d'un certain nombre de créateurs importants, d'une œuvre à part entière, mais très clairement aussi la volonté que cette œuvre survive à celui qui l'a envisagé, qui l'a créé. C'est de manière très modeste, Géraldine Lavide l'a rappelé à travers, je dirais, un petit don qui, à son échelle, en revanche, n'était pas insignifiant, celui d'une bibliothèque qui comportait environ 1500 ouvrages que j'avais pu rassembler dans le domaine de la muséologie, que j'avais souhaité prolonger cette logique, non pas à des fins d'immortalité, mais très clairement aussi, en tout état de cause, pour constituer en communauté Wallonie-Bruxelles un fonds de muséologie qui, à mon sens, manquait et qui m'apparaissait comme important. Évidemment, à cette époque, j'imaginais probablement aussi que j'allais rester beaucoup plus longtemps, comme d'autres conservateurs, au musée de Marimont. Et très clairement, ce que je peux évoquer à travers cette logique, puisque je m'intéressais très largement aux dons et que j'ai eu la chance de pouvoir écrire un peu à ce sujet, je voulais aussi développer et comprendre l'expérience à partir justement de celle du donateur. Et même si, à l'époque, l'une des intervenantes de la fois précédente, Marie-Blanche Delattre, était responsable de la bibliothèque, et c'est donc dans cette bibliothèque, qui est une bibliothèque scientifique, hein, que ce don, puisqu'il ne s'agissait pas d'ouvrages précieux, a été enregistré, même si cette dernière était extrêmement efficace et tout à fait sérieuse, rigoureuse. Il est clair que j'ai pu ressentir la frustration terrible, en quelque sorte, du collectionneur, puisque même, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, dans la logique même du collectionnisme, un certain nombre de collectionneurs qui sont des scientifiques le comprendront très bien, l'aspect scientifique procède de la collection. La création d'une base de données, c'est de la collection d'une certaine manière. Et effectivement, cette logique-là, elle m'a amené à constituer à des fins de recherche, évidemment, cet ensemble. C'est néanmoins, bien sûr, une très grande frustration que j'ai eue à lâcher d'une certaine manière cette logique, même si je l'avais à disposition, mais surtout, très clairement, à voir que je n'en avais plus véritablement la disponibilité au niveau de son organisation et surtout la temporalité. Très clairement, le temps du musée est un temps qui est beaucoup plus long. Or, le collectionneur, il souhaite souvent agir très rapidement. Je me souviens de crispations, je dirais, ressenties au plus profond de mon être, alors pourtant que j'en étais directeur, mais que j'avais justement souhaité ne pas directement intervenir, pour me dire, mais en me disant, mais bon sang, cette collection qui n'avance pas, cet inventaire qui n'avance pas, cette collection qui apparaît comme laissée totalement à l'abandon, malgré effectivement des conditions probablement assez remarquables et la très grande volonté justement de Marie-Blanche Delattre, malgré ces conditions tout à fait remarquables, j'ai pu sentir cet énervement, ce tiraillement, pourrait-on dire, en sachant que je n'étais plus maître des destinées, évidemment, de cet objet qui n'était plus totalement à moi, effectivement, mais qui m'était encore relié. Et très clairement, j'aurais tendance à dire, pour l'avoir vécu aussi en tant que directeur de musée, que c'est ce que j'ai pu percevoir à travers un certain nombre de relations que le collectionneur, même si il avait déjà offert sa collection, continuait d'avoir avec et d'entretenir ce lien avec sa collection. C'est-à-dire qu'elle ne lui appartient plus et en même temps, elle est lui. Elle fait partie encore de lui. C'est d'une certaine manière, effectivement, le fruit de ses entrailles. Et a fortiori, ici, il s'agissait d'une collection scientifique, mais je pense à des collections tout à fait remarquables, et on peut songer à celle de Michel Vitoc ou à celle de Raoul Warroquet. Il s'agit très clairement, effectivement, d'un temps absolument considérable de gestation, et donc très clairement, effectivement, d'une destinée dont on espère véritablement la descendance, et dont on espère que le musée, en s'en faisant le récepteur, va pouvoir garantir cette descendance et va lui accorder tous les soins. Or, très clairement, tous ces soins, ils ne seront pas accordés de la même manière. On sait aussi parfois l'incurie de l'administration,
et qui est souvent fustigé par les musées, mais les musées qui oublient qu'eux-mêmes, ils font partie la plupart du temps de l'administration, d'une manière ou d'une autre. Et cette administration, elle fonctionne sur des règles différentes, sur un temps long, qui diffèrent très sensiblement de toute la logique que justement le collectionneur peut envisager, peut développer par rapport à, je dirais, ses acquisitions, ses enregistrements, la manière et les investissements qu'il va consentir, etc., puisqu'il en est le maître. Il est en quelque sorte dans le registre du privé, tandis que, bien entendu, la bibliothèque, le musée entrent dans le registre du public, la plupart du temps. Et même si on est dans une grande fondation, etc., on est plutôt dans une logique publique administrative, avec une logique totalement différente. Et c'est un des points essentiels à bien comprendre. Pour comprendre aussi cet élément, il y a derrière, je dirais, cet échange, un échange qui, très largement, diffère radicalement de celui qu'on observe au sein des musées de manière traditionnelle, à savoir des échanges administratifs d'une part ou des échanges dans le lien, sur la sphère du marché de l'autre. Le visiteur, lorsque il intervient, qu'il achète un catalogue, il est dans le monde marchand d'une manière ou d'une autre. L'administration, enfin le musée en tant qu'administration est aussi dans une logique très largement publique, qui repose sur une logique publique qui diffère très sensiblement, on le sait évidemment, avec tous les écarts et toutes les tensions que cela apporte, qu'il y a souvent des difficultés entre ces deux mondes, celui du marché et celui de l'État. Mais c'est un monde tout aussi différent qui peut s'observer entre le monde du don, la logique du don, et celle du marché et celle des pouvoirs publics. Évidemment, la grande personnalité qui a travaillé sur le don, c'est Marcel Mauss, avec cet essai qui est publié en 1923, si je ne m'abuse, d'une centaine de pages, l'un des essais en sociologie et dans les sciences humaines, les plus lus, les plus commentés et les plus remarquables, faut-il le dire, dans lesquels évidemment revient cette phrase qui résume d'une certaine manière l'essai sur le don, l'obligation de recevoir, d'offrir, de recevoir, de donner, de recevoir et de rendre. Cette triple obligation que Marcel Mauss évoque comme une obligation à travers toute une série d'ensembles, une enquête tout à fait remarquable qu'il a menée aussi bien sur les champs de l'histoire, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, la féodalité fonctionne sur une logique de don et de contre-don, et effectivement, à travers aussi bien des sociétés archaïques, toute une série d'autres scientifiques ultérieurement, et je pense notamment à la revue et aux scientifiques réunis autour de la revue du MOS, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, ont travaillé sur la logique du don dans les sociétés modernes. Cette logique du don, elle est finalement en fait largement antérieure au marché, elle est sans doute aussi, elle est même certainement antérieure à la logique administrative, puisque c'est celle qui nous gouverne, c'est celle qui gouverne effectivement les relations entre, par exemple, une mère et son enfant, ou dans les relations familiales, et en même temps, de manière plus générale, dans les relations au sein d'une communauté. On retrouve déjà d'emblée, dès l'Antiquité, et notamment à travers un célèbre traité qui est celui des bienfaits de Sénèque, cette codification du système du don. Sénèque ne parle pas d'une triple obligation, mais on retrouve déjà cette logique en disant qu'il faut apprendre à donner volontiers, à recevoir, puisque recevoir, c'est aussi un art de recevoir, et à rendre volontiers. C'est très clairement, effectivement, cette logique qui gouverne une très grande partie de l'Antiquité et du système dans l'Antiquité, et dont on voit déjà, à cette époque-là, ce qui va amener d'ailleurs un certain nombre de penseurs, et notamment Périclès, à encourager une partie du marché, à voir ce qui peut être des ravages effectués par les donateurs qui sont souvent les familles les plus riches, et qui assoient leur autorité à travers des dons que les bénéficiaires ne peuvent pas toujours rendre, mais qui peuvent aussi s'assurer de la fidélité de leurs commensaux à travers justement des dons, en les accueillant, en les recevant à table, etc., etc. Cette logique-là, on la retrouve très très bien décrite justement dans Le pain et le cirque de Paul Venn, qui évoque cette notion d'évergétisme qu'on retrouve très clairement évidemment aux sources d'un très grand nombre de musées,
à travers cette logique même du don qui transparaît, qui apparaît comme un geste tout à fait spontané, mais qui en même temps suppose, et c'est cette logique qu'il est intéressant de comprendre évidemment, suppose qu'il y ait quelque chose qui soit rendu de la part du musée au donateur et qui perpétue en quelque sorte la logique du don. C'est évidemment non seulement évidemment un objet, mais c'est une relation qui se tisse entre le donateur et le bénéficiaire et qui très clairement peut avoir un certain nombre de côtés assez sombres. Marcel Mauss évoque notamment à travers la société des Quacultes et celle des Tropriandais, les Quacultes notamment analysés par Franz Boas, à travers cette logique du potlatch qui est un don, la possibilité d'un donateur d'écraser son adversaire à travers effectivement un don qu'il ne pourra pas rendre. Donc il y a une part bien entendu lumineuse, pourrait-on dire, du don qui a été magnifiée par la religion, etc., mais aussi une part très sombre et une part difficile. Une part effectivement d'une autorité du donateur sur celui effectivement qui est le récipiendaire et dans un certain nombre de cas une domination. Et c'est d'ailleurs pour effacer et sortir de cette domination que les pouvoirs publics, aussi bien que la logique du marché, va parfois entrer en jeu pour justement rééquilibrer de manière un peu plus souple certaines des relations. C'est donc effectivement à travers cette relation des questions de pouvoir dont on peut être en jeu, et c'est évidemment à travers cette lecture qu'on peut aussi comprendre ce qui avait été évoqué par André Gob à travers le cas qu'il avait évoqué d'un don étonnant à la ville de Liège. La difficulté en quelque sorte, et je termine avec ce principe, c'est qu'effectivement on n'apprend pas le don. Très curieusement, alors qu'on apprend très largement les règles du marché, les règles de l'échange, qu'il y a des formations entières sur la gestion administrative, la gestion du don est finalement quelque chose qui est pratiquement laissé à l'appréciation. Or, malheureusement, j'aurais tendance à dire, c'est une logique qui suppose une véritable formation, qui suppose effectivement qui suppose des règles qui doivent être apprises et qu'un grand nombre de conservateurs notamment, puisqu'il nous faut revenir à ce niveau qui nous intéresse particulièrement ici, qu'un certain nombre de conservateurs ne maîtrisent absolument pas, ce qui peut amener justement des ruptures violentes entre des conservateurs et des donateurs du fait effectivement d'une part d'une incompréhension totale d'un certain nombre de responsables de musées qui ne comprennent pas les enjeux sous-jacents à travers cette relation qui se tisse entre un donateur, un collectionneur, mais je peux aussi l'évoquer du donateur évidemment en tant que mécène. C'est exactement les mêmes principes qu'on peut observer. Et effectivement, le musée en tant que tel qui, très largement, va fonctionner plutôt dans une logique administrative, à savoir des règles qui seront régies de manière relativement différente, avec des aspects très positifs, mais qui, à un certain niveau, vont évidemment s'affronter avec d'autres règles qui sont celles qui gouvernent, pourrait-on dire, cette logique du don. Néanmoins, bien entendu, un grand nombre de conservateurs, et je terminerai par cette image, comme Jean Capart, ont eu cette intuition géniale de pouvoir comprendre ces règles. Il n'est sans doute pas inintéressant de savoir que Jean Capart était l'image de la générosité elle-même, sur le plan scientifique, sur le plan d'ailleurs de ses dons. Il avait lui aussi offert sa collection de livres à la Fondation égyptologique, qui n'existait pas encore. C'est lui qui a créé cette Fondation égyptologique à travers effectivement ce don, et puis toute une série d'autres dons qui se sont enchaînés. Mais c'est effectivement parce qu'il avait l'intuition en quelque sorte de cette logique qu'il a pu obtenir pour les musées royaux d'art et d'histoire à l'époque un nombre véritablement très impressionnant de dons, aussi bien en nature, des très très grandes collections qui sont arrivées, que des dons financiers à travers la création d'une fondation qui était notamment, mais il y en a eu d'autres, la Fondation égyptologique, qui à l'époque était l'une des sans doute la fondation qui disposait du fonds scientifique le plus remarquable à travers le monde. Voilà, je vous remercie et je rends l'antenne en quelque sorte. Voilà, il n'y a pas de questions pour l'instant, je pense, ni via le chat, ni via Facebook. Donc, à moins que certaines questions interviennent entre-temps.
Alors, nous pouvons peut-être passer à la présentation de Sergio Cervellone, que je vais présenter. Donc, Sergio Cervellone est directeur depuis 2005 du Felix Art Museum de Drogenbos, dont il a réussi à faire, à partir d'un musée qui était essentiellement monographique autour de l'œuvre de Félix de Bouc, un musée thématique autour de l'art abstrait en Belgique dans l'entre-deux-guerres. Sergio Cervellone est board member du NEMO, donc le Network of European Museum Organizations, et vice-président de l'ICOM Belgique et président de l'ICOM Flandre. Alors, Sergio, vous allez nous parler des potentiels conflits d'intérêts, donc un autre aspect de cette relation entre collectionneurs et musées, donc des potentiels conflits d'intérêts qui surgissent lors de prêts d'œuvres dans le cadre d'expositions temporaires, mais lors plus généralement de mise en valeur d'œuvres issues de collections privées au sein des musées. Donc, conflit d'intérêts entre mise en valeur et valeur, gentleman's agreement ou partners in crime. Voilà. Sergio, je vous passe l'antenne pour reprendre l'expression de François. Merci. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Voilà. Je vous remercie déjà pour m'avoir invité et je m'excuse aussi d'avance parce que le français n'est pas ma langue primordiale. Mais donc, je vais essayer de quand même faire en sorte de donner assez des exemples pratiques pour pouvoir maîtriser cette nuance qui peut-être se perd dans la traduction de ce titre, la mise en valeur et valeur. Ça a à voir aussi avec la valorisation, le musée comme potentielle vitrine dans, disons, une activité plutôt commerciale et aussi la pratique, disons, comme conservateur ou comme curateur, commissaire des expositions au fur et à mesure qu'on travaille sur une expertise spécifique. Voilà, je vais vous présenter quand même le contexte du Felix Art Museum pour connaître comment cette évolution, cette conscience de la problématique m'est apparue à moi-même pour pouvoir donner aussi un peu une vue sur le domaine d'expertise qu'on a, avec les exemples naturellement, et je finis avec quelques réflexions. Naturellement, ceci frôle des problématiques qui sont actuelles. Passé longtemps, il y a longtemps, il y a eu un problème chez les collègues du Musée des Beaux-Arts de Gand. J'en suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Je ne peux pas en dire trop parce que disons, les investigations sont encore en cours, même si je faisais partie de la commission que la communauté flamande avait instruit. J'étais là plutôt pour voir ce qui était disons, le due diligence, le processus qui aurait été suivi ou pas suivi lors de cette exposition en collaboration avec un collectionneur. Mais il y a aussi des problématiques actuelles autour de, par exemple, le prêt de cette œuvre que vous voyez sur l'écran. Mais naturellement, ce sont toujours des thématiques où on doit avoir beaucoup de prudence. Donc, je vais essayer vraiment d'être quand même assez nuancé parce que quand on n'est pas dedans, quand on ne connaît pas tous les détails d'un dossier, c'est vraiment très difficile de se prononcer autour de ça. C'est pour cela que je vais mettre le focus sur ce que nous faisons. Alors, c'est quoi le Felix Art Museum? On est en fait un ensemble patrimonial intégré où on a tant le côté art que le côté éco. Pourquoi? Eh bien, parce que nos points de départ, c'est l'héritage de Félix Bouc, qui était un artiste d'avant-garde, mais il était aussi un agriculteur. Donc, vous voyez là, le jeune gars qui faisait donc des abstractions comme un des premiers en Belgique, mais au même moment, il était un fermier dans la zone de contact entre l'arrondissement de Bruxelles et Vlaams-Brabant, le Brabant flamand, et qui est donc encore naturellement situé au même lieu
contact et de conflit, on pourrait dire, de fois aussi. Mais voilà, la donation, il y a eu une donation de Félix de Bouc au gouvernement flamand et à la commune de Drogenbos, donc ce tableau, mais pas seulement ce tableau, aussi sa ferme et ses terres. Et le testament stipulait qu'il avait deux conditions, un nouveau musée où son œuvre était exposée en permanence et un musée de sa ferme où sa vie et les valeurs de la vie vont être exposées. Donc, de ce sens-là, on travaille autour de l'art et autour de l'écologie et on croit avoir une excelling proposition, comme on dit en anglais, où deux archétypes différents d'expériences culturelles sont mis ensemble. Donc, d'un côté, disons, le musée traditionnel, le musée expert, le musée peut-être élitaire, et de l'autre côté, un participatory museum. Donc, vous voyez, les discussions au sein de la définition du musée, nous, on la met vraiment en extrême dans notre fonctionnement et dans notre installation aussi. Voilà. Donc, Félix Bouc fermier, vous le voyez ici, c'est très charmant. On a une ferme qui va avoir une ouverture douce, comme on dit, parce que, bon, avec le Covid, on ne peut pas encore avoir les groupes, mais on va quand même faire une communication déjà maintenant les 15, donc vous avez un peu un moment VIP. Je vous montre aussi d'autres activités liées à toutes ces activités d'agriculteurs et naturellement le contenu, disons, grand public, le contenu participatif, inclusif qu'on est en train de faire avec les vergers, la ferme et tout ça. Mais naturellement, tous ces sites-là, on va vous communiquer plus tard dans l'année 2022 et vous êtes toutes les bienvenus. Voilà, j'ai fait la promo pour ceux qui me payent pour être assistant ici dans cette lecture. Voilà, mais on parle de l'art, on parle de l'abstraction, comme Géraldine m'a bien voulu introduire. Ceci, ce sont des œuvres de Félix Bouc des années 20. Et ici, vous le voyez à la fin de sa vie, où il a retourné après beaucoup de détours dans son œuvre aux œuvres abstraites. Et c'est précisément ceci, ce que nous, on essaye de valoriser dans notre site à Drogenbos. Notre domaine d'expertise, c'est l'interbellum, les entre-deux-guerres et l'art abstrait. C'est évident que c'est autour de cela que je axe un peu les problématiques que je veux vous montrer. Comme Géraldine a dit, nous étions un musée monographique. Ça venait naturellement par le don et les stipulations testamentaires qu'on a su quand même élargir et dynamiser pour devenir le musée qu'on est maintenant, où on ose quand même faire de grandes expositions où peut-être il n'y a que 2-3 œuvres de Félix Bouc qui sont contextualisées, mais qui sont contextualisées quand même d'une manière dans laquelle on croit qu'on valorise mieux les légats de Bouc. S'il y a un moment dans l'art de Félix Bouc qui est vraiment sans discussion, c'est son rôle comme pionnier de l'abstraction, raison pour laquelle nous avons mis un focus sur cette période-là. En plus, le fait que, quand je suis commencé au musée en 2005, j'ai vu qu'il y avait un IA muséal là-dedans. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup de connaissances, il n'y avait pas un espace où il y avait vraiment l'art abstrait comme tel pour les pionniers était mis en place. Et naturellement, quand on commence à travailler dans un musée, on a la chance de créer quelque chose. On essaye de, utiliser les données avec lesquelles on travaille et les élargir pour essayer de créer quand même quelque chose une durabilité dans la stratégie d'un musée. Ici, ce que vous voyez, par exemple, c'est une rétrospective de Paul Van Hooijdonk, qui était un des artistes de la seconde génération des abstraits en Belgique. Mais on a aussi de contextualiser les collections de musée des Beaux-Arts d'Anvers qui, jusqu'à maintenant, sont encore fermées. Eh bien, toute la collection de centres de guerre est contextualisée chez nous.
comme par exemple, on contextualise maintenant aussi avec une exposition jusqu'à fin de cette année-ci, les collections en collaboration avec le musée d'Ixelles. Tous ces débuts-là, disons, de contextualisation d'une période méconnue, on l'a vraiment commencé en 2012 avec une exposition Grenoble 27, où, comme petit musée, quand même, on a su avoir l'attention nationale, tant à la VRT qu'à la RTBF. Vous voyez là aussi la commissaire Céline de Potter qui était active depuis lors avec nous. On a eu de très belles articles depuis lors et vous voyez que c'était aussi une manière de mettre en valeur Félix Bouck dans le cadre de la période-là. Donc, on fait beaucoup de projets aussi expérimentaux. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est Steve Steinhout, un artiste qui était vraiment un collègue copain de Panamarenko et faisait des œuvres qui étaient très proches à celles de Panamarenko, mais comme il s'est suicidé très jeune, il est complètement méconnu, mais il a fait aussi des œuvres abstraites. Et voilà, on contextualise ça. Il n'y a pas longtemps, on a fait une rétrospective sur les œuvres abstraites de Camille Van Bredam avec la collaboration de la Fondation Robaudouin et naturellement le collègue de la Vitokiana qui ont fait de même sort. Mais du point de vue de recherche, ce qu'on aime faire, c'est vraiment élargir cette étude de l'abstraction. Et par exemple, le plus grand projet qu'on a fait après Grenoble, c'était Camouflage, où on a fait une investigation sur l'image ambiguë, l'élaboration de l'abstraction qui va main à main avec l'élaboration du pattern camouflage. Et donc, on a combiné militaria, naturalia et d'œuvres d'art pour toute une narrative dans les musées. Voilà ce qu'on fait. Ces idées-là, ça vient naturellement d'une grande énergie qu'on a mise sur la fonction de recherche. Et donc, c'est cette recherche-là qu'on pouvait l'amener aussi parce que Félix Bouck n'a pas seulement légué ses œuvres et ses terres et bâtiments, mais aussi un archive très considérable, une des plus grandes archives des artistes de cette période-là qui sont complètement intactes. En fait, à part l'archive de Victor Sevranks qui est à la KU Leuven, notre archive est un des plus vastes de cette période. Et c'est là où j'ai commencé à retrouver des lettres et des indices où il y avait qui annonçaient quand même quelques problématiques. Donc, on fait quand même beaucoup de recherches, naturellement autour des œuvres. On avait vu qu'il avait des peintures qu'il avait réutilisées, qu'il avait refait ou qu'il avait copiées de soi-même pendant la période des années 20 jusqu'aux années 60. Et c'était naturellement quelque chose de très difficile à gérer seulement par une analyse, disons, visuelle, même technique, ça devait être quelque chose bien plus approfondi. Au même moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement Félix Bouck qui posait cette problématique-là. Mais par exemple, ici, quand même un exemple où la documentation nous aide à voir comment il avait eu des manipulations des œuvres. Ce que vous voyez à la gauche, en fait, une photo qui était publiée ou était part de la thèse de Serge Goyes de Heusch. Et à votre droite, l'œuvre comme on la connaît maintenant, et vous voyez clairement qu'il y a des lignes et qu'il y a des choses qui, après l'apparition de la thèse de Serge Goyes de Heusch, ont été modifiées. Naturellement,
Félix Bouck avait cette pièce encore chez lui, c'est lui l'artiste, il a tout le droit de changer ce qu'il veut, mais naturellement, muséologiquement, est-ce qu'on pouvait encore parler d'une œuvre des années 20 ou est-ce qu'on doit mettre une double datation? Et voilà que s'ouvre toute un Pandora's Box autour des datations des premiers abstraits en Belgique. On a commencé à faire quelques recherches plus scientifiques qui prouvaient que ce qu'on voyait par les archives, par l'analyse visuelle, pouvait être démontré aussi d'un côté plus technique. Et alors, si je commence à vous donner les exemples d'édition des ambiguïtés ou des problématiques, je dois le faire naturellement avec la raison pour laquelle je suis vraiment, j'ai vraiment mis un focus sur cette problématique-là, parce que je dois commencer avec un mea culpa. Une des premières opportunités que j'avais, c'était d'être le premier à faire une grande rétrospective de Karl Maass, un des grands prédécesseurs et collègues de Félix Bouck. Et dans le catalogue et l'exposition, on a mis pas seulement beaucoup de documentation, parce que nous, on fait toujours beaucoup de recherches pour tous les expos qu'on fait, mais on avait aussi, même si on n'avait pas retrouvé les meubles qui avaient été publiés, on avait aussi mis d'autres meubles qui avaient été, disons, faisait part d'une collection qui n'était pas, disons, complètement sécurisée en tant que Karl Maass, mais que par la médiation que nous avons fait entre les collectionneurs et les héritiers de Karl Maass, il y a eu un processus plus ou moins d'authentification de ces meubles. Par rapport maintenant, et on va refaire le catalogue, on doit en fait dire que les meubles que nous on a montrés devraient plutôt être inscrits comme attribués à Karl Maass. Donc, moi-même, je me suis en néerlandais, on dit vergaloperen, hein, donc on court trop vite de ce qu'on a connaissance. Et donc, voilà, je commence avec cette mea culpa, mais ça m'a fait naturellement, ça m'a mis en garde pour tout ce qui était l'avant-garde belge. Et chaque fois que je commençais à investiguer, à faire des investigations sur ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que beaucoup de monde savait, mais qui n'avaient jamais été décrites dans aucun article académique, presque, et qui étaient dans la pratique de tous les musées qui se rapprochaient à cette période-là. Voici, on a aussi de côté de Karl Maass les œuvres dont on est sûr qu'elles sont authentiques parce que elle faisait partie d'une exposition que Victor Bourgeois avait fait, qui avait gardé ces œuvres-là et qui les a données à la Fédération Bruxelles-Wallonie. Donc, il y a, avec ces œuvres-là, avec ces dons-là, on a en fait une collection qui peut servir comme, disons, comme référence pour des recherches plus tard. Ici, vous voyez des œuvres de Karl Maass des années 60, parce que ces pionniers des années 20 ont recommencé à faire des œuvres abstraites une fois que, après la Seconde Guerre mondiale, l'abstraction est devenue à nouveau, ou pour la première fois en Belgique, devenue modieuse. Et c'est là, c'est ça un peu l'histoire historiographique de ces artistes-là, c'est que dans les années 20, ils ont fait beaucoup de manifestes, de revues, de manifestations d'œuvres d'art constructivistes.
mais ils n'ont eu aucune reconnaissance pour cela. Après la crash de 29 et le retour à l'ordre, disons, il n'y a eu pas d'abstraction pendant 30 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, avec tout le boom qu'il a eu après l'injection, disons, de l'expressionnisme abstrait des Américains, il y a eu donc une seconde vague d'abstraction où aussi les premiers artistes du temps des années 20 ont participé. Et c'est là où il y a donc il y a eu toute une période où on a essayé de créer des mythes, on a essayé de reconstruire l'histoire. Je ne dis pas que ça a été toujours illégitime, c'était vraiment essayer de reconstruire quelque chose qui était presque complètement perdu. Mais c'est évident que disons, dans le carrousel d'intérêt entre collectionneurs, entre artistes, entre musées et critiques d'art, il y a tas de flèches d'intérêt qui peuvent être manipulées ou peuvent, disons, changer des narratifs pour de buts lucratifs aussi. Et c'est là où on touche quand même à des problématiques de la déontologie muséale, du rôle du médiateur muséal, surtout quand on sait qu'en Belgique, il n'y a eu pas d'intérêt pour l'abstraction qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est en fait avec ces expositions, par exemple, à Anvers, en 1959, que soudainement, on a retrouvé les peintres de la première vague d'abstraction, et soudainement, il y a eu donc un intérêt à voir, il y a eu quand même une avant-garde abstraite en Belgique, où est-ce que sont ces œuvres? Il y a eu donc pas seulement une course pour retrouver les œuvres les plus anciennes, mais aussi une course d'ego artistique pour être dénominé comme étant le premier abstrait en Belgique. Et ce sont ces deux lignes-là qui ont créé certains conflits qui persistent en fait jusqu'à ce jour. Ici, vous voyez les œuvres de Victor Servranckx qui étaient exposées lors de cette exposition-là. Et voici une des lettres que moi j'ai retrouvées dans notre archive, une copie d'une lettre. Et en fait, on a une lettre assez pareille que Joseph Peters a écrit à Félix Boek en lui disant, durant l'expo l'élaboration de cette expo, Servranckx vient ici tout le temps avec des œuvres qui se dénomine étant plus ancienne. Il dit bientôt il va avoir 2 ans quand il a fait sa première peinture. Et c'est par donc la recherche des archives, la recherche des catalogues contemporains des années 20 que j'ai commencé à faire une recherche plus approfondie et naturellement avec un focus sur Servranckx parce que Servranckx était quelqu'un qui a eu une grande collection de peintures. Donc, il était très productif, ce qu'on ne pouvait pas dire des autres. Et donc, c'était quelqu'un autour duquel on pouvait faire un marché parce que aussi, c'était un des meilleurs, selon ma propre appréciation. Après, Fanton Herlo, c'est peut-être l'artiste abstrait le plus important en Belgique. Ceci a donc créé toute une course pour être le premier. Et lors de la valorisation qu'on voulait donner à ces premiers abstraits, c'était un peu embêtant que tous les différents artistes se battaient avec des notions qui ne pouvaient pas être prouvées par des
par des matériaux, disons, factuels. Donc, il y avait, Sir Franks disait qu'il avait fait une exposition purement abstraite en 1917 à la Galerie Giroux, et on n'a jamais retrouvé aucune trace de cette expo, mais cette narrative a été quand même reprise par des collectionneurs, par des critiques d'art et après par les gens qui travaillaient dans des musées. Et c'est là où, pendant beaucoup de décennies, on avait toujours l'épitome de Victor Sevranx, le premier abstrait belge. Mais pendant qu'on a fait, qu'il y avait toute cette discussion-là, on a trouvé alors quelqu'un d'autre pour finir la discussion, et c'est devenu Joseph Lacaze, aussi quelqu'un autour de qui il y a eu beaucoup de polémiques par après. Ici, un de ces dessins crayons qui est censé être de 1911, mais donc il n'y a aussi aucune trace historique, mais pendant beaucoup de décennies, ça a été vraiment lapidairement mis dans l'histoire de l'art, avec par exemple des publications comme celle-ci, d'Abstracte Schilderkunst in Vlaanderen, avec comme auteur primaire Michel Sephore qui naturellement avec son aura et son autorité comme historien d'art, comme historiographe et comme artiste lui-même, disons, de cette période-là, mais surtout comme critique d'art et promoteur des années 20, bon, ça faisait que cette livre-ci de 63 était un peu la Bible pour tout ce qui était les recherches qui allaient suivre, comme les ventes, comme les expos qui vont suivre après les années 63-65. Et par exemple, on voit... Juste, je me permets de reprendre la parole 2 minutes pour vous dire encore peut-être 5 minutes, comme ça on laisse un peu de place à la discussion. Alors, par exemple, on a des collections qui ont été mises en vente par Sotheby's, où effectivement, on a repris cette discussion, étant c'est Franks le premier abstrait, et puis on voit Félix Boeck et Joseph Peters. Voilà, je veux quand même dire qu'il y a eu quand même quelques recherches d'historiens d'art, mais qui ont été très marginalisées, littéralement, parce que ça n'aidait personne. On essayait vraiment, en collaboration avec les collectionneurs, de créer un momentum pour ces premiers abstraits. Donc, on ne voulait pas trop entrer dans cette discussion de datation ou de problèmes. Je vais aller un peu plus vite, juste pour vous montrer que quand on revoit les différentes lignes stylistiques, par exemple, après les années 50, on nous raconte quelque chose de très différent que de ce qu'on peut reconstituer maintenant avec les connaissances qu'on a. Donc, ceci, c'est la ligne stylistique qu'on nous prétendait vendre dans les années 50-60, et ceci, c'est plutôt quelque chose qu'on a fait après. Il faut dire que c'est une recherche assez approfondie qui a eu des différents vagues. Ici, vous voyez Jan Hout qui a fait sa thèse de mémoire sur Victor Servranckx. Et vous voyez là tous les exemplaires de sa thèse, dont aucun n'est encore accessible. Donc, si jamais vous avez un exemplaire de ça, moi, je suis très intéressé à pouvoir la lire et pouvoir la voir. Mais donc, pour vous montrer que même après les années 60, il y a eu des choses qui ont aussi eu une influence sur
les acquisitions des musées. Par exemple, une donation a été faite de cette œuvre de Servranckx, accès 22. Je crois que c'est plutôt une œuvre de 24, mais bon, voilà, il y a comme ça donc des choses qui sont reprises. Il y a d'autres artistes comme Bonnier avec lesquels on a les mêmes types de situations, mais on a aussi des problématiques comme celle-ci. Par exemple, c'était très intéressant. Paul Joosten's 1917, si on le voit comme ça, on le voit comme une œuvre abstraite, mais en fait, c'est une petite partie d'une grande collage futuriste. Mais donc, il y a des collectionneurs qui ont des petits bouts de tout ça. Quand ils sont exposés dans des musées, ils s'exigent quand même qu'ils soient mis comme abstraites parce que, alors, 1917, ça veut dire que c'est plus coûteux, plus de prestige que si c'est une pièce de plutôt moins authentique. Voilà, je voulais vous dire qu'on est en train de faire des recherches autour de ça et que cette problématique-ci vient parce que les musées n'ont pas eu d'intérêt sur cette période-là. Ici, on voit une lettre de directeur d'Anvers qui écrit à Joseph Peters en lui disant non, on va pas, la donation de 20 œuvres, on ne va pas la prendre. Et donc, forcément, la situation en Belgique, c'est que par conséquent, l'intermédiaire, les collectionneurs ou les marchands est devenu indispensable, aussi comme propriétaire d'expertise, qu'il y a donc dans toute la chaîne qui fait une mise en valeur de manipulation et beaucoup de choses restent en secret public. Que nous, du côté des musées, on a un peu trop de peur quand on voit des choses de cette tendance-là, des implications juridiques, par exemple. Ici, il y a aussi la problématique de l'expert, ce qui fait que, ou bien externes, ou bien les musées même vont être toujours utilisés pour valoriser des œuvres d'art avec des impacts en dehors des musées, donc dans les enchères. Et donc, ce que moi je voudrais proposer, c'est d'avoir un pacte, un gentleman's agreement, où on se met ensemble avec les collectionneurs, où on se dit, voilà, il faut se mettre à table et pour pouvoir discuter de ces problématiques-là, pour coopérer, pour ouvrir les portes aux archives, pour ouvrir les portes aux analyses techniques, pour pouvoir mettre en place une historiographie qui, à la fin, va bénéficier tout le monde, mais dans le cadre de quelque chose qui est gestionné d'une manière diplomatique et constructive. Voilà, je m'excuse si je suis sorti un peu du temps, mais c'était l'histoire que je voulais vous raconter. Merci Sergio. Anne-Sophie, tu peux prendre la main pour les questions. Merci beaucoup. Donc, on a une première question qui serait adressée à Monsieur Servellen pour, voilà, c'est une question plus anecdotique, mais vu qu'il était agriculteur, le musée a-t-il fait parfois des collaborations avec le Centrum Agrarische Geschiedenis qui a déjà mis en évidence des artistes paysans? Oui, effectivement. En fait, la dernière phase des inventaires qu'on a fait, c'était le patrimoine d'agriculture. Donc, nous, on n'a aucune expérience et donc le CAG est venu nous aider pour contextualiser ces instruments. Et ils font partie de notre comité scientifique de la seconde fois. Donc, on a un comité scientifique première voie pour ce qui est le côté histoire de l'art. Et puis, on a aussi tout ce qui est le musée participatif, où donc on va aussi élaborer des projets plutôt approfondis avec l'aide de centres d'expertise comme le CAG. Merci beaucoup. J'ai deux autres questions à la fois donc, dans le chat et sur le Facebook qui sont peut-être sans doute liées aussi à ce qui a été un peu dit la semaine dernière, mais peut-être pour les participants qui n'ont pas pu assister au dernier workshop.
Donc, auriez-vous, ça s'adresse davantage à François Mérès, mais peut-être que les différents intervenants peuvent réagir. Avez-vous connu des exemples de dons qui se sont, pour le coup, vraiment mal passés? Et comment les ayants droit du donateur, ou le donateur lui-même, dans d'autres exemples, pourraient intervenir dans la construction, l'évolution, la présentation de la collection à la suite du don? C'est peut-être davantage l'attention sur les ayants droit. Alors, des dons qui se sont mal passés, oui, j'aurais tendance à dire, mais ceci dit, évidemment, donc, le cas qui a été présenté par André Gob est un don qui s'est très mal passé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a senti d'abord les tensions entre la ville de Mons et Duisberg, et puis effectivement, on a bien entendu toutes les difficultés à Liège. Mais n'importe quel responsable a en tête un certain nombre de dons qui ne se passent pas très bien. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est très très compliqué quand on est donateur, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer, quand on est donateur de son vivant, qu'on voit justement que quelqu'un s'occupe de quelque chose d'autre. Moi, j'aurais tendance à dire que n'importe qui peut très bien comprendre ça. Quand globalement, on a des enfants et puis tout d'un coup, ces enfants font quelque chose ou bien justement décident d'avoir des enfants, on a l'impression qu'on sait toujours beaucoup mieux, évidemment, que comment s'occuper de ses petits-enfants et de ses enfants. Et les conseils qu'on essaye de donner, par exemple, passent souvent assez mal. Alors, je ne suis pas encore dans un stade de transmission de grands-parents, mais en même temps, j'ai pu vérifier des éléments de ce type. Et très clairement, évidemment, c'est cette logique-là qu'on peut observer à travers n'importe quel don du vivant. Ça, c'est la première chose. Donc, de toute façon, même si ça se passe très très bien généralement, etc., il y a quand même des tensions. C'est un premier élément. La deuxième chose, c'est effectivement que malheureusement, il est difficile pour moi d'évoquer des dons qui ne se passent pas bien, parce que très clairement, j'assiste maintenant à des choses et des tensions entre des donateurs actuels et le conservateur actuel qui est accusé par le donateur de faire, enfin justement, de très mal gérer les choses, entre guillemets, de déconsidérer le don, etc. Et donc, très clairement, on sent que les tensions existent. Et c'est très, très difficile. Parfois, ça signifie que la personne va refuser un don ou autre. Pour les ayants droit, alors, on est à un autre niveau, et ça, peut-être que Sergio peut évoquer la chose aussi. Parfois, ça se passe mieux. Parfois, au contraire, ça se passe moins bien. J'aurais tendance à dire que la génération suivante, quand c'est par exemple la génération que c'est un artiste qui a donné quelque chose, souvent les artistes sont assez généreux pour donner des choses. La famille, quand il s'agit par exemple d'obtenir des droits d'auteur, etc., est beaucoup plus difficile. Ça, c'est clair que c'est parfois beaucoup plus violent. Il suffit de songer par exemple à la donation, enfin aux héritiers Magritte, aux héritiers Matisse, etc., ou autres. C'est un des éléments classiques. Mais très clairement, c'est pas simple. C'est assez rare que les choses se passent très très bien. Et ça dépend vraiment, à mon sens, de la relation qui peut être tissée. Mais Sergio, qui est maintenant en lien, peut en parler certainement mieux que moi pour l'instant. Oui, merci. Je voudrais parler peut-être de deux choses. Premièrement, le don, par exemple, de Félix Bouc, parce que c'est vraiment différent quand on fait un don stipulé avec des stipulations testamentaires et tout ça vis-à-vis des entités gouvernementales que proprement pour un musée. Donc ici, on a vraiment créé un musée autour de sa donation. Comme il n'y avait pas des héritiers directs, mais il y avait une ASBL qui a les droits moraux de Félix Bouc, c'est qu'il y a eu naturellement des shifts de paradigme sur comment gérer ça. Donc, par exemple, mon prédécesseur, il n'aimait pas du tout la manière dans laquelle moi j'ai élargi le fonctionnement dans le musée, même si je pouvais prouver que Félix Bouc avait les premières mentions dans la presse nationale qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Mais le but du musée était conçu par une génération qui pensait encore plus comme mausoleum, disons, comme quelque chose de statique.
En ce qui concerne les donations et les droits intellectuels, par exemple, qui vont avec, oui, c'est clairement une problématique difficile que moi j'ai connue aussi. Ça veut dire que on a accès à des dons, à des œuvres, les œuvres on les a, mais il y a des conflits quand on va contextualiser ces œuvres-là. Et c'est là où on peut vous rendre la vie très difficile en vous pas donnant le droit de publier les œuvres, par exemple, parce qu'on écrit ou parce qu'on étudie des choses qu'on ne veut pas qu'on parle sur les artistes là. Et c'est là le rôle de négociation. J'aime bien aimer ce que François a dit la dernière fois, que c'est vraiment à savoir avec le positionnement de négociation dans laquelle on se met comme gestionnaire de patrimoine, avec aussi les connaissances qu'on doit avoir pour faire cette négociation. Mais c'est clair qu'il y a quand même un cadre déontologique qu'on devrait échanger bien plus souvent entre professionnels. Avec Géraldine, on a parlé aussi de cette manque un peu d'échanger ce type de projet, parce que naturellement, ce n'est pas gai de devoir dire, voilà, j'ai reçu un don, mais je ne peux pas vraiment l'utiliser comme je veux, parce que je fais une recherche qui ne convient pas aux héritiers. Et intellectuellement. Donc, ce n'est même pas autour de comment on présente l'œuvre ou si on la présente. C'est vraiment le côté recherche, le côté contenu. Et là, ça devient naturellement très difficile. Merci beaucoup. Et peut-être pour rebondir ici sur ce que vous venez de dire, mais aussi sur la question du don contre don. Et par rapport à potentiellement l'établissement d'un cadre déontologique aussi, mais un cadre de collaboration entre collectionneurs, donateurs et institutions muséales, on a souvent, enfin c'est quelque chose qui se fait de temps en temps. On a eu un bel exemple à Bruxelles en 2016 d'un musée qui expose l'entièreté d'une collection privée. Voilà, pour permettre non seulement de renouveler un petit peu l'offre également, mais de proposer des choses nouvelles et peu étudiées au public. Dans ce cas-là, donc on n'est pas dans le cadre, c'est un prêt pour l'exposition. La collection a fait l'objet d'études et ça peut porter un peu polémique parce que forcément, en contribuant à l'étude de la collection, le musée participe à l'accroissement de sa valeur et notamment en valeur marchande, en sachant qu'à l'issue de cette exposition, là, je ne m'avance pas trop parce que je ne sais pas dans les détails ce qui se passe, mais souvent, voilà, le collectionneur récupère les objets de sa collection. Donc, quant à cette espèce de contre-don qui consiste à rendre un peu, à partager son expertise, pensez-vous qu'il faudrait établir peut-être là aussi une sorte de cas déontologique ou peut-être une sorte de collaboration où à l'issue d'une telle exposition, le collectionneur est invité à faire un don, par exemple, en guise de contre-don, de l'expertise qui a été apportée autour de sa collection, de la visibilité dont elle a pu aussi jouir durant l'exposition. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Oui, c'est quelque chose d'assez délicat. Je crois que la première chose que, par exemple, dans l'expérience du musée à Doornbos on a eu, c'est d'avoir des clausules où il n'y a pas de vente pendant une certaine période avant ou après l'exposition. C'est contractuellement que j'essaye de l'avoir pour au moins pas avoir l'impression qu'on est utilisé comme vitrine. Mais de l'autre côté, naturellement, c'est très difficile quand il n'y a presque pas d'œuvres de certains artistes dans des collections publiques. Moi, j'ai toujours refusé, et ça ne m'a pas toujours créé des amis, j'ai toujours refusé de faire des expositions d'une collection seulement. L'année qui vient, je crois que je peux déjà l'annoncer un peu, je ne sais pas qui est là pour la Fondation Robaudouin, mais on va travailler autour de la collection de Nering. Mais pourquoi ça c'est possible? Parce que la collection est déjà dans un fonds public. Et ça rend la dynamique complètement
différentes, naturellement. Donc, je voudrais quand même faire un peu de publicité pour le fonctionnement des fonds dans le fonds de patrimoine de la collection, de la Fondation Robaudouin, parce que je pense vraiment que là, il y a, pour un collectionneur qui a vraiment besoin que son histoire, sa narrative de sa collection reste, et surtout quand il sait qu'il a des œuvres de qualité, en fait, c'est la meilleure option en ce moment-ci. Parce que en donnant une collection pareille à la Fondation Robaudouin, ça devient public, ça peut, on peut créer des fondations, de fonds dans la fondation qui ont des statuts, qui stipulent une idée de ce qu'on veut faire avec cette collection, mais aussi il y a un comité avec des externes, avec les héritiers eux-mêmes et les gens de la Fondation Robaudouin pour effectivement faire des actions autour de ces statuts-là. Si à un certain moment, il n'y a plus d'héritiers, il n'y a plus personne intéressée, la Fondation Robaudouin se met comme idéologie de faire le mieux que possible en utilisant ces statuts-là. Donc voilà un peu de promotion pour la Fondation Robaudouin, mais je pense que c'est quelque chose de très viable et c'est là où je travaille aussi avec un projet de mécénat, la Paz Foundation, où effectivement on essaye de faire un win-win entre les mécènes, les artistes et les musées, mais les œuvres deviennent partie de quelque chose qui est exploitable publiquement et vont jamais être partie du marché. Moi, je pourrais juste intervenir par rapport à ça pour évoquer le fait que de toute façon, on est effectivement à ce moment-là dans une relation où chacune des parties a je dirais, ses objectifs. Et donc, potentiellement, évidemment, dans le cadre d'une négociation ou je dirais, d'une réflexion conjointe, il faut voir effectivement ce que cherche à faire chacune des parties. On peut avoir des collectionneurs dont le seul objectif, c'est très clairement de valoriser sa collection pour mieux la vendre. Mais j'aurais tendance à dire que la plupart des collectionneurs ne sont pas du tout dans cette logique-là. La plupart sont d'abord plutôt des passionnés. Comme je le disais, en fait, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est leur enfant, c'est une œuvre, ça c'est absolument clair. Et donc, ils cherchent à valoriser leur œuvre. La vraie question, c'est de se dire aussi qu'est-ce que le musée cherche. Parce que est-ce que le musée, il se dit simplement, entre guillemets, je prends le collectionneur comme un fournisseur, c'est-à-dire finalement quelqu'un qui va me donner, enfin qui va me prêter une œuvre et puis après, je dirais, je m'en fiche. Ou bien est-ce que c'est un partenaire et c'est une vraie relation et que potentiellement, je me dis, c'est quelqu'un qui travaille avec moi. Évidemment, si je suis dans une relation de ce type-là et que j'essaie de construire une relation, c'est-à-dire effectivement de travailler avec des collectionneurs autres, il y aura des collectionneurs qui voudront poursuivre avec moi et qui voudront plus tard aussi me donner telle et telle chose en se disant, moi j'ai vraiment le sentiment que vous travaillez comme j'ai envie et je voudrais que ma collection soit chez vous. Donc tout dépend effectivement de ce qu'on veut faire et de comment les choses se passent. Mais c'est une vraie question de relation, c'est-à-dire effectivement de négociation et de savoir à qui on s'adresse. Et ça ne se... C'est pour ça que je pense que beaucoup de conservateurs, de directeurs de musées sont en lien avec des réseaux de collectionneurs, etc. Et parfois, ça se passe très, très bien. Moi, j'aurais tendance à dire que de toute façon, on ne peut pas être dans une logique où on se drape dans une relation qui serait uniquement publique et de dire le reste, c'est va des rétro Satanas. Je pense que très clairement, évidemment, c'est juste impossible d'opérer comme ça. J'ai vu les ravages que ça a donné, c'est-à-dire qu'à Marimont, à une époque qui n'était pas du tout la mienne, il y a eu une époque où effectivement les pouvoirs publics étaient, enfin, on était beaucoup plus dans une, ça remonte à pas mal d'années, dans une relation de pouvoir public, ça a entraîné des dégâts à travers les Amis de Marimont, à travers toute une série de relations qui ont été cassées. Et très clairement, en fait, la difficulté, c'est de voir comment on peut tisser ça sans aussi se faire avoir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que la relation, mais je dirais, c'est dans toutes les relations humaines. Hein, on peut se faire. Il y a des manipulateurs
parmi vos proches, et il y en a parmi les collectionneurs, et il y en a parmi les directeurs de musées. Et donc, la vraie question, c'est d'essayer d'établir quelque chose qui soit le plus agréable, et surtout qui œuvre dans un sens qui va dans la même direction. Ça, je pense que c'est vraiment la clé. Un tout grand merci. Merci beaucoup, merci Sergio, merci François pour les interventions. On va peut-être continuer avec l'intervention de Monsieur Danval parce que je vois que le temps tourne. Alors, Marc, je vous demande la réactivation de votre micro que j'avais coupé. Et alors, Madame Cornaz, je vais vous promouvoir au rang de panéliste. C'est le vocabulaire, le jargon Zoom. Voilà. Marc, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez aussi, j'espère. Ouais, je vous entends bien, je vous entends bien. Et Madame Cornaz nous a rejoints. Voilà, alors, Marc Danval, et je vais reprendre. Bonjour, bienvenue. Je vais reprendre la présentation qui est faite de vous sur le site de la Bibliothèque royale, qui vous met bien en valeur. Vous êtes né le 18 février 1937 à Ixelles, et comme je l'ai dit, vous êtes journaliste, artiste, spécialiste du jazz, et vous êtes vous-même fils et petit-fils de compositeurs et pianistes qui étaient respectivement Fernand Sévenance et José Sévenance. Alors, vous êtes évidemment connu dans les milieux du jazz en tant que producteur et animateur de l'émission radiophonique de La Troisième Oreille. Alors, on va parler aujourd'hui de la donation ou de l'acquisition très importante qui a été faite, en tout cas par la Bibliothèque royale, et qui a été reçue par Madame Cornaz, donc, qui est responsable de la section musique à la Bibliothèque royale. Et donc, si j'ai bien lu et si je me suis bien documentée, Monsieur Danval, vous avez fait don d'une collection, d'une discothèque très imposante de plus de 12 000 disques, de 800 ouvrages, donc de livres également, mais également de photographies d'artistes et aussi une collection importante de 2000 partitions musicales qui couvrent la fin du 19e siècle jusqu'en 1950. Donc tout ça se trouve maintenant à la Bibliothèque royale au sein du fonds Marc Danval. Est-ce que vous pouvez tout d'abord peut-être un petit peu préciser quelle était votre collection, ce qui se trouvait dans la collection? Oui, ma collection a commencé quand j'étais très jeune. Les premiers disques que j'ai achetés avec ma mère, parce que je ne pouvais pas aller tout seul dans les magasins, j'avais 9 ans. Et là, j'ai commencé avec 2 disques, puis 3. Et puis maintenant que j'en ai près de 85, j'ai eu, parce que j'ai plus tout, puisqu'il y a beaucoup à la KBR, 25 000 disques, ce qui est énorme. C'est pour ça que quand j'ai vendu ma maison, je me suis dit, bon, je ne peux pas déménager avec 20 000 disques. Et j'ai d'abord fait appel à la Fondation Roi-Baudouin. Mais là, j'ai senti que ça n'allait pas marcher pour une raison très simple, c'est qu'ils ont déjà un très bon fonds Robert Pernet, qui est aussi une collection de jazz très intéressante. Je me suis dit, ça va en faire double emploi. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers la Bibliothèque royale, parce que je ne voulais pas que cette collection soit dispersée. Je me dis, je n'ai pas collectionné des choses toute ma vie pour que ce soit dispersé. Alors j'en ai parlé à ma fille, à mes petits-enfants, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, donc il n'y avait absolument aucun problème que je puisse disposer, comme je l'entendais, de cette collection et de toutes les autres d'ailleurs. Et pourquoi avez-vous pensé à la bibliothèque, enfin à la KBR à ce moment-là, à partir du moment où vous avez compris qu'il y avait redondance dans les fonds de la Fondation Roi-Baudouin? Il y a un fonds de musique évidemment, mais peut-être pas de disques, si j'ai bien compris, avant votre donation importante. Et donc, qu'est-ce qui vous a convaincu ou attiré vers la Fondation, vers la Bibliothèque royale, vers la KBR? Mais parce que c'est un lieu de toute façon que j'aimais beaucoup. Et puis, dans un premier temps, j'ai rencontré Marie Cornaz et on a eu un bon contact et je tenais absolument
à ce que cette collection soit préservée et qu'elle puisse servir aux gens. Parce que ça ne sert à rien de garder chez soi des tas de choses qui ne servent pas à la communauté et que, et bon, et si on meurt subitement, ça part sur une toile cirée dans des brocantes à des prix ridicules. J'ai voulu éviter ça. J'ai vu énormément, ce qui m'a motivé aussi, j'ai vu énormément de collections importantes et belles disparaître totalement parce que les héritiers n'y connaissaient rien ou que la personne, le collectionneur, n'avait pas eu le réflexe de prendre de bonnes dispositions pour assurer la pérennité de son bien. Oui, oui, tout à fait. Et donc ça rejoint en fait un petit peu ce que l'on a évoqué il y a 2 semaines de cela, à savoir que la relation qui se tisse entre un collectionneur, donateur ou vendeur ici aussi, parce qu'on va y revenir, mais et le conservateur ou la conservatrice est évidemment primordial. Donc vous avez eu un accueil favorable auprès de Madame Cornaz. Et donc peut-être que là je m'adresse plus à Madame Cornaz qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Donc ce fonds Marc d'Enval et cette collection Marc d'Enval, en fait, ça a été pour partie, en tout cas, il y a une partie d'acquisition. La Bibliothèque royale a acquis et donc a payé en fait une partie de la collection, mais si j'ai bien compris, Marc, qui ne vaut pas non plus l'entièreté de tout ce qui a été donné. Quelle était l'importance pour la Bibliothèque royale d'acquérir ce fonds, à la fois cette discothèque et ses archives, en tout cas pour le fonds Marc d'Enval? L'important, c'était déjà tout simplement la qualité, la richesse de la collection qui nous permettait, par la constitution de ce fonds Marc d'Enval, d'ouvrir nos collections au domaine du jazz ou des musiques dites légères qui étaient jusqu'à présent très très peu représentées dans nos collections. Donc, entre guillemets, chez nous, à la Bibliothèque royale, la section de la musique, à ce moment-là, il n'y avait pas du tout double emploi. Je veux dire, nous n'avions pas tout ce que Marc d'Enval nous proposait. Et en effet, bon, ça a été une acquisition, un achat, et d'ailleurs avec l'aide aussi, donc c'était sur les fonds de la Bibliothèque royale, mais également l'aide des amis de la Bibliothèque royale qui contribuaient. Mais comme vous l'évoquez là tout de suite, ça ne représentait évidemment pas, enfin je veux dire, le montant qui était concerné, je veux dire, la richesse était bien plus importante. Bon, ensuite, il faut peut-être préciser aussi que Marc d'Enval, suite à la constitution du fonds, a très régulièrement voulu nous donner, donc compléter ce fonds qui a été créé à ce moment-là. D'accord. Et donc, Marc, comment ça s'est passé concrètement? Vous avez pris contact avec la Bibliothèque royale et Madame Cornaz est venue, du coup, je suppose, chez vous, dans votre maison, avant que vous ne la vendiez. Absolument, oui, oui. Et alors, au moment de la donation, est-ce que vous aviez des exigences particulières? J'ai bien compris que la condition de pouvoir consulter et que votre fonds soit disponible pour la collectivité, comme vous l'avez exposé, était importante pour vous? Très important. Et voilà, parce que je vous l'ai dit, il y a des gens, je connais des gens comme ça qui disent oui, on m'a demandé une pièce rare à poser pour une collection, mais moi je ne prête rien, c'est pour moi. Alors à quoi ça sert de garder un tableau de Picasso dans sa chambre à coucher? C'est absolument ridicule. Alors bon, je me suis dit, l'important dans ce fonds, c'est qu'il puisse être vu par des gens qui ont envie d'avoir une copie d'un disque rare ou de lire un des bouquins ou de voir les archives que j'ai données ou vendues à la KBR. Oui, Ça me paraît primordial parce que j'ai toujours aimé, et j'ai encore maintenant, j'ai toujours aimé avoir un contact avec le public. Et bon, je réponds à des centaines de questions par semaine sur mon ordinateur. oui. Donc, dans votre collection, le noyau de cette collection, si j'ai bien lu, c'est quelques 6000 disques, mais peut-être plus, autour des origines du jazz jusqu'aux années 70, jazz tant international que plutôt jazz belge. Et alors, Oui. il y a aussi des curiosas dans cette collection. J'ai noté un 78 tours, qui est un pot pourri culinaire en bruxellois.
voilà, dit par Fernand Bastin. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot encore plus précis? Fernand Bastin, c'est lui qui dirige l'orchestre, c'est Esther Deltan, qui était une star des comiques bruxellois. Et moi, j'ai toujours aimé ces gens-là. J'étais très copain avec Marcel Rousse, avec Victor Guillot, avec Simone Max. Et les comiques bruxellois sont totalement oubliés parce qu'il y avait à ce moment-là une joie de vivre, une bonhomie qui n'existe plus, surtout dans les temps sinistres que nous vivons. Hein, ça, c'est bon. Alors, il y a des tas de dichotomies dans cette discothèque. Le jazz étant l'élément principal, mais il y a aussi énormément de chansons françaises. Et ça, c'est venu du fait que quand il y a une cinquantaine d'années, la RTB m'a demandé de faire une émission, je me dis, bon, je ne peux pas, hélas, faire que du jazz. Donc, je me suis intéressé à des orchestres de variété, à des chanteurs. Au plus ils sont inconnus, au mieux ça vaut, sont ceux qui chantent le mieux. Et puis, après ça, je me suis intéressé aussi à des choses plus locales, que ce soit Bruxelles, Liège ou Charleroi, qui avaient chacun leurs amuseurs. Est-ce que vous avez eu l'impression et la satisfaction de voir l'hétérogénéité de votre collection, à savoir aussi bien l'ensemble jazz que les Curiosa, que ce qu'on vient d'évoquer, reconnu par la Bibliothèque royale? Du coup, ils ont tout accepté. Oui, mais parce que bon, il n'y avait pas j'étais très, très sélectif dans les choses que je proposais, quel que soit le style ou le genre. Et bon, il n'y a pas un seul disque des Joyeux Ringards qu'on entend à longueur de journée. Ça n'existe pas. Ça, je suis très sélectif et très sévère vis-à-vis de tout ça, comme je le suis vis-à-vis de moi d'ailleurs. Ce qui pour moi un sacré emmerdeur. Mais enfin bon, c'est comme ça. Mais visiblement, pas pour les autres, puisque Madame Cornas, vous avez le sourire et vous avez dit que les relations étaient excellentes avec Monsieur Danval. Si j'ai bien compris, Monsieur Danval alimente encore le fonds Marc Danval à la Bibliothèque royale. Oui, Donc, absolument. Oui. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, Monsieur Danval arrive à la Bibliothèque royale, il prend rendez-vous avec vous et il apporte des disques? Pas forcément. On a été quelques fois chez lui avec mon équipe. Il me contacte et il m'indique qu'il y a un certain nombre de disques, mais la collection va bien au-delà des, enfin, comme vous l'avez évoqué, va bien au-delà des disques. Il y a toute une dimension archivistique aussi. Marc Danval a constitué des dossiers sur des artistes, sur des institutions. On a un dossier dans le fond Marc Danval qui concerne le théâtre de l'Alhambra. Enfin voilà, c'est d'une richesse folle, hein. Donc voilà, quand à intervalles réguliers, il me contacte pour me dire qu'il y a certains documents ou disques qu'il me propose d'ajouter au fond. Donc voilà. D'accord. Vous avez écrit, et je vous cite Madame Cornas, dans l'article que vous avez écrit suite à cette acquisition donation, que la création du fonds Marc Danval en 2010 a permis aux collections musicales de la Bibliothèque royale d'élargir considérablement leur patrimoine à d'autres sonorités que celles dites classiques. Du coup, cette acquisition majeure ouvre d'importantes perspectives de recherche, tant au niveau belge qu'international, non seulement dans l'étude de l'édition musicale imprimée, et là on revient au fond, je suppose, notamment des partitions de l'art belge, de la maison d'édition l'art belge, voilà, l'édition musicale imprimée et sonore, mais aussi dans celle de la réception des musiques de jazz et de variété en Belgique et en particulier à Bruxelles au XXe siècle. Et ça, peut-être par rapport à ce qui a été dit avant, on est dans un autre sens d'expertise en fait, où c'est pas le musée ou l'institution culturelle qui reçoit, qui offre son expertise, mais là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'expertise de Marc Danval et le temps de sa vie en fait, où il a rencontré des acteurs majeurs du jazz qui aussi entretiennent chez vous ou font naître aussi chez vous à la Bibliothèque royale des questions de recherche et des intérêts de recherche? Oui, sûrement. Il ne faut pas oublier que la Bibliothèque royale est un établissement scientifique fédéral. Donc, il y a des scientifiques qui y travaillent, enfin, jusqu'à nos jours, espérons pour l'avenir. Et il est certain que l'arrivée du fonds Marc Danval suscite évidemment aussi l'intérêt
des scientifiques. Enfin, un intérêt très, très diversifié de mélomanes, de tout qui est intéressé. C'est ça l'intérêt aussi, évidemment, de déposer un fonds pareil dans une institution publique. C'est évidemment notre mission, c'est de conserver, préserver, mais aussi de valoriser. Alors valoriser, ça peut être dans le cadre de collections musicales, forcément, des concerts, des expositions, mais c'est aussi une dimension scientifique, publication, voilà. Un autre aspect aussi qu'on peut évoquer, c'est dans le cadre de disques ou de documents en général, même papier, c'est aussi toute la dimension de la numérisation, de l'accessibilité qui est donnée par la numérisation. Et donc, par exemple, pour les disques 78 tours du fonds Marc Danval, ils sont à présent entièrement numérisés également. C'est ça, c'est ça. Marc, si j'ai bien compris, l'histoire de votre collection, elle remonte aussi à votre famille. Comme j'ai dit, vous êtes petit-fils et fils de pianistes compositeurs, mais aussi vous avez fréquenté des grands noms du jazz ou de l'art en fait en Belgique, et notamment Robert Goffin, je pense qu'on peut le citer ici. Est-ce que du coup, votre collection est aussi liée à des dons ou des cadeaux que vous auriez vous-même reçus de ces personnalités-là, que ce soit évidemment ce que vous avez reçu de vos parents ou de vos grands-parents, mais aussi des gens que vous avez rencontrés? Non, j'ai reçu très peu de cadeaux. Oui, j'ai hérité de mon grand-père, de mon père, de très belles bibliothèques, mais non, je n'ai rien reçu des gens que j'ai connus. Et j'ai eu la chance de connaître Sacha Guitry, Jean Cocteau ou Boris Vian, mais je ne leur ai jamais rien demandé. Il n'y avait pas de raison qu'ils me donnent quelque chose non plus. Et ça, c'est la suite de l'histoire. Il y a aussi un fonds Guitry d'Anval Oui, à la Bibliothèque royale. Est-ce que vous pouvez en dire un mot aussi? Donc, comment ça s'est passé? et ça s'est passé parce que quand j'étais très jeune, je jouais au théâtre du Parc et le directeur du Parc, qui était Oscar Lejeune, voyait très souvent Sacha Guitry, que j'admirais beaucoup, toujours d'ailleurs. Et parce qu'il a joué un rôle très important dans ma vie, M. Guitry. Et alors j'ai demandé si c'était possible d'aller chez lui, ce qui m'a été accordé, et je suis resté 1 heure dans son bureau avec Sacha Guitry, ce qui est tout à fait pour moi inoubliable. C'était ma première grande rencontre avec quelqu'un que j'admirais. Et puis, je me suis mis à collectionner tous ces livres, des photos par centaines, des articles. Enfin bon, il y a eu à cet égard plusieurs expositions. Alors, j'avais aussi des objets lui ayant appartenu. Et puis un jour, je me suis dit, tout le monde me disait, tu devrais vendre, ça vaut des millions. Je dis oui, mais il y a une chose qui me dérange, c'est que n'importe qui peut acheter ça. Donc, un abruti total, mais riche, peut acquérir telle ou telle chose. Et ça m'agaçait prodigieusement. Et je me suis dit, puisque j'ai donné beaucoup de choses à la Royale, pourquoi pas ma collection Guitry? Et alors, bon, même processus, et bon, on ne m'a pas dit non. C'est ça. Et donc là, on est plutôt dans un exemple d'une première donation qui a su. Une seconde, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis alors, il y aura une suite à tout ça, parce que il est évident, quand j'ai donné la majeure partie de ce que je savais, j'ai recommencé. Hein, vous savez, le collectionnisme, c'est une maladie incurable, heureusement. Et encore aujourd'hui, je cherche des disques, j'en achète une dizaine par semaine, je sais où il faut aller. Et même en ces temps un peu curieux, il y a quand même des endroits où je trouve. D'accord. Et donc tout ça rejoindra aussi le fonds Marc d'Anval. C'est dans mon testament, ça, donc ils ne pourront pas y échapper. Ma fille va gérer tout ça, voilà. C'est ça. Et donc, ne patientez pas, Marie. Hein. Donc là, la première donation a donné lieu à une deuxième donation et du coup aussi à une place toute particulière dans votre testament. Oui, oui, bien sûr. Ça a été carrément jusqu'à l'inscription dans le testament de ce qui reste. Si j'ai bien compris, vous avez déménagé dans un appartement, mais vous avez un garage. Oui, heureusement que j'ai fait rayonner, et comme j'ai une petite voiture, elle est entourée de disques, d'archives et de livres. Ça commence à déborder d'ailleurs, ça m'inquiète. D'accord. Et donc vous allez vous débarrasser de la voiture?
Non, quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'on a des questions de la part du public. Oui. Alors, c'est d'abord pour Monsieur Danval et Madame Cornat. Oui, oui. Donc, une question là plutôt relative aux modalités pratiques. La bibliothèque a-t-elle des installations d'écoute pour le public ou mettra-t-elle des copies digitales à disposition sur support physique ou via le site Internet pour les auditeurs potentiels? Oui, comme je l'ai dit, hein, donc il y a déjà une grande partie de la collection de Marc Danval qui est numérisée. Et ce n'est pas la seule d'ailleurs. Hein. Nous avons nous avons des archives sonores importantes et donc il y a toute la partie 78 tours a déjà été numérisée, ouais, forcément cataloguée et numérisée, parce que ça c'est très important aussi, on n'en a peut-être pas parlé, enfin c'est forcément donner accès, c'est aussi forcément une fois que le fonds est constitué, d'écrire tout ça pour que grâce au catalogue, il y ait une porte d'entrée pour la recherche. Et donc une fois qu'on a des descriptions catalographiques des disques, évidemment, alors on peut aussi les numériser. Donc, ça a été fait pour les 78 tours. Merci. Alors, une question là, qui vient d'apparaître, et je reviendrai sur les autres ensuite, qui est en lien vraiment avec l'expérience de M. Danval. Qu'en est-il de le devenir du patrimoine immatériel dont on dispose, les histoires, les anecdotes dont il a pu nous faire part, son savoir-faire de collectionneur aussi? Est-ce que ce patrimoine est pris en considération dans la donation ou une future donation? Et j'imagine de quelle manière, si oui. Tout ce qui entoure, donc j'imagine le don lui-même, on l'a un peu évoqué, hein, la question des anecdotes associées au collectionneur, à son expérience. Est-ce que votre témoignage a été recueilli, Marc, ou bien est-ce que vous avez écrit, vous êtes écrivain aussi? Mais c'est-à-dire que moi, je n'ai pas écrit les anecdotes, etc. Il y en a très nombreuses que je raconte à la radio, mais il y a un jeune écrivain qui s'appelle Michael Albas qui vient de terminer un bouquin sur moi. Et là-dedans, on a eu de nombreux entretiens. Là-dedans, je raconte toutes mes entrevues et des anecdotes, etc. Sur ma vie déjà longue. Oui, alors donc tout ça sera dans son livre qui ne va pas paraître avant la rentrée, évidemment, ne rêvons pas, étant donné le contexte joyeux actuel. À la Witokiana, quand on a... Enfin, il y a 2 ans en fait de ça, on a commencé à enregistrer aussi le témoignage de Michel Wittock. Est-ce qu'à la Bibliothèque royale, vous faites pareil par rapport à vos donateurs? Ah, je l'ai fait à quelques reprises, mais c'est vrai que ce n'est pas systématique. Je me souviens d'avoir interviewé les petits-fils d'Eugène Ysaÿe, Jacques et Michel Ysaÿe. Voilà, bon, enfin donc, mais avec Marc Danval, non. Il y a des choses qu'il m'a racontées qui se retrouvent alors dans éventuellement un article, une publication, voilà, ou dans les livres que lui écrit évidemment aussi, hein, ou par rapport à la biographie qui va sortir. Mais je ne fais pas ça systématiquement, non. Je pense que dans la relation entre collectionneurs et musée, c'est aussi peut-être un rôle et une responsabilité que nous, les musées, on devrait peut-être avoir plus systématiquement, qui est effectivement dans la réception d'une donation aussi avoir une politique d'archivage de la mémoire en fait du collectionneur, parce que comme l'a dit François Mérès, l'œuvre est la collection. Et donc le collectionneur... Oui, mais bon, c'est vrai qu'on a des dossiers d'acquisition qui sont plutôt des documents internes où vraiment on développe évidemment l'historique et je veux dire, oui. Voilà. Oui, je ne parlais pas spécialement là de cette donation aussi, mais plus généralement, M. Cervellon parlait d'un lieu de discussion entre collectionneurs et musées. C'est peut-être quelque chose aussi qu'on peut discuter entre collègues de musées aussi. Ah oui, sûrement, oui. Les choses... Merci beaucoup. Ici, donc, on repart sur des questions un petit peu plus générales. En tant que collectionneur privé, est-ce que l'on porte la responsabilité de donner à voir ses œuvres? Est-ce qu'on endosse une responsabilité éthique quant à la valorisation, à la reconnaissance de ce patrimoine par le plus grand nombre, si aucune institution ne veut la prendre en charge? Peut-être, François Mérès, vous pouvez réagir à ça. Je suppose que vous avez... En cas de refus, par exemple, de donation.
François, vous avez disparu. On peut passer entre-temps peut-être à une autre question. Oui. Peut-être- François est revenu parmi nous. Oui, est-ce que, Anne-Sophie, vous pourriez juste répéter la question? J'étais en train de faire une deuxième chose, malheureusement. Alors, pour Bien sûr. l'anecdote, j'étais en train d'enchérir dans une enchère, mais c'est le virus du collectionneur, qu'est-ce que vous voulez? Donc la question, c'est en cas éventuellement de refus d'une donation de la part d'institutions muséales, de refus successifs, est-ce que le collectionneur privé a une responsabilité de tout de même donner à voir ses œuvres? Est-ce qu'il a une responsabilité éthique quant à la valorisation, la reconnaissance de ce patrimoine par le plus grand nombre? Il n'y a aucune valorisation, enfin, il n'y a aucun devoir, aucune responsabilité d'une certaine manière. Alors, il peut y avoir une éthique, une déontologie du collectionneur qui considère qu'il a reçu beaucoup, etc. Mais très clairement, ça se passe entre le collectionneur et lui. C'est les mêmes questionnements. Marc Danval en a d'une certaine manière discuté en parlant des relations qu'il a eues avec sa famille. Parce que très clairement aussi, il y a une discussion ou une déontologie en se disant, est-ce que c'est pour la postérité? Est-ce que c'est d'abord la famille que je privilégie? C'est d'en discuter ensemble au sein de la famille. Je sais que Michel Vitoc avait beaucoup discuté de ça avec sa famille aussi, etc. Donc très clairement, bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments, mais très clairement, bien entendu, il n'y a aucune obligation de la part du collectionneur. On est dans de la sphère privée, on est dans de la propriété privée, et comme vous le savez, dans notre société, qui est fondée sur un régime de propriété privée depuis quand même globalement 2 siècles et demi, on est forcément pour un respect très, très spécifique de cette propriété. Ce qui amène en fait beaucoup d'ouverture, de possibilités, libres aussi potentiellement aux collectionneurs de détruire, etc. Merci beaucoup. Par ailleurs, quelqu'un a confirmé vos propos avant la présentation de M. Danval en mettant en avant le cas du musée L, où effectivement les relations sur le long terme avec les collectionneurs permettent d'aboutir en général à de bons Je voudrais juste, si vous le permettez, effectivement mentionner le nom d'Ignace van de Vivereux qui a joué un rôle essentiel en la matière. Je lui dois beaucoup aussi, hein, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. C'est, je pense, le premier à m'avoir parlé de l'économie du don. Et dans le petit entretien qu'on a publié avec lui et Bernard van den Driesch, qui a été publié il y a quelques années, il revient sur cette notion d'économie du don très clairement parce qu'il en était l'un de ceux qui, de nouveau, de manière tout à fait intuitive, avait réussi à tisser des liens tout à fait remarquables et à entraîner dans son sillage, on pourrait dire, un grand nombre de collectionneurs qui ont fait avec lui ce qu'est le musée de Louvain-la-Neuve, le musée L. Très clairement, bien sûr. Alors, avec les difficultés que ça suppose, parce que très clairement, ça signifie qu'il y a plusieurs projets, en quelque sorte, mais en même temps, enfin, il y avait plusieurs projets de collectionneurs, puisqu'il n'y avait aucun budget d'acquisition, etc. Mais très clairement, ça donne aussi, évidemment, cette perspective et cette transformation, etc. Merci beaucoup. Géraldine, est-ce qu'on a encore un peu de temps pour quelques questions? Oui. Donc, une ou deux questions peut-être plus factuelles. Une fois que les œuvres ont été données, est-ce qu'elles peuvent, à l'instar des autres objets de la collection, être prêtées à d'autres musées, circuler lors d'expositions itinérantes? Je veux bien répondre. Oui, bien sûr. Et ça dépend aussi directement de la visibilité qu'on donne à la collection en tant que musée. Évidemment, si on a, comme l'a évoqué Madame Cornaz, un inventaire qui soit accessible en ligne, évidemment, on aura plus de demandes par rapport aux prêts vers l'international. Maintenant, les donateurs peuvent aussi, et ça fait partie de toute cette négociation qu'on a déjà évoquée, peuvent aussi mettre des conditions de ne pas prêter. Je ne vois pas pourquoi ils le feraient, mais je ne sais pas si Sergio ou François, vous avez eu des exemples de donations, ou Madame Cornaz, de donations qui ont été faites en disant non, la collection doit rester dans les murs, mais généralement, les collectionneurs donateurs qui donnent aiment voir leur collection rayonner. Oui, en fait, je peux même confirmer que j'ai même eu
de renégociation. Donc, il y avait eu des dons au musée des œuvres de Félix Bouc d'avant que je commence à travailler là. Mais une fois que j'ai activé tout ce qui est la plateforme des expositions, j'ai eu un ou deux donateurs qui sont venus exiger que les œuvres soient permanentement montrées. Et avec un des deux, j'ai su renégocier ça et expliquer le pourquoi on ne pouvait pas faire ça. Et l'autre, eh bien, on a fait, en fait, on a décolloqué le contrat, en fait. Donc, ce n'était pas une pièce de grande importance pour nous artistiquement, mais c'était quand même un processus assez malheureux et pas facile à faire. Mais il n'y avait pas vraiment un contrat écrit, c'était plutôt un contrat moraux, disons, de mon prédécesseur. Et c'est là où c'est vraiment très important de ces jours, quand on fait des donations, d'avoir toute la négociation mise sur papier. Merci beaucoup. Et peut-être que vous pourriez aussi répondre à cette question-là qui a déjà été adressée il y a 2 semaines, mais pour avoir ainsi un écho différent. Quant à la question de la provenance des œuvres et la vérification de cette provenance, voilà, vous, en tant que musée, comment est-ce que vous procédez pour mener éventuellement ces recherches et à quel point vous menez des recherches également de provenance sur les œuvres qui sont données? Eh bien, comme vous avez vu que j'ai excédé mon temps, c'était précisément pour démontrer tout cet investissement sur la recherche qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'on essaye vraiment d'avoir un aperçu historique et factuel sur tout ce qu'on montre. Des fois, naturellement, ce n'est pas possible, mais on essaye quand même d'avoir des dossiers assez, assez poussés dans la recherche pour faire ça. Mais comme je viens de dire, des fois, ce n'est que possible d'avoir accès à des archives que s'il y a une bonne collaboration. C'est là où je crois que c'est le concordat qu'on doit faire avec les collectionneurs qui ont aussi des archives, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est que les collectionneurs sont vraiment des amateurs, mais dans le sens, disons, professionnel du terme, même si ça semble une contradiction in terminis, mais en fait, ils sont vraiment leurs propres recherches faites à base des archives. Eh bien, c'est là où on doit vraiment travailler ensemble et pouvoir se contredire quand on a des opinions différentes et d'essayer de contextualiser ça et d'essayer d'éclaircir même ça. Mais fondamentalement, comme musée, due diligence, ça veut dire que déontologiquement, on est censé de faire cette recherche. Merci beaucoup. Et donc, on a peut-être le temps pour une dernière question. Donc, au terme des 2 journées et à propos des legs, y a-t-il une limite temporelle à l'action des exécuteurs testamentaires qui peuvent transmettre leur pouvoir? À ma connaissance, alors vous avez compris effectivement que par rapport au lait, André Gob a évoqué le cas Delporte en disant qu'à un moment, en fait, les exigences s'étaient arrêtées, mais d'un autre côté, il y a toute une série de laits qui sont totalement respectés et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Si on songe par exemple à la donation du duc d'Aumale, donc à Chantilly, on a là une demande qui a été faite par le duc d'Aumale que la collection soit laissée en l'état, c'est-à-dire effectivement avec une muséographie qui n'a pas bougé depuis le 19e siècle. Alors c'est tout à fait extraordinaire pour un muséologue, c'est parfois frustrant pour certains conservateurs, mais c'est très intéressant parce que très clairement, il y a un respect évident par rapport à ces éléments-là. C'est la même chose à ma connaissance pour la Wallace Collection qui ne pouvait pas normalement acquérir d'œuvres. En revanche,
la collection Barnes, pour répondre d'ailleurs de manière indirecte à une autre question, si je ne m'abuse, Barnes, quand il a donné sa collection à Philadelphie, quand il a créé la fondation Barnes, a très clairement spécifié que les œuvres ne pouvaient pas bouger, ne pouvaient pas voyager. Or, très clairement, il y a eu un moment où les œuvres ont bougé. Et ça a donné lieu à une très, très grosse discussion où justement les responsables, ceux qui se présentaient comme effectivement détenteurs, je dirais, de l'autorité du donateur, étaient opposés. Il y a eu une bataille, si je ne m'abuse, juridique, et en tout état de cause, la collection par après a voyagé. Elle a même quitté le lieu de la collection où elle se trouvait, où elle n'aurait jamais normalement dû bouger pour rejoindre la ville de Philadelphie. Donc très clairement, en fait, ça dépend aussi de ce que, à un moment ou un autre, on pourrait dire la justice décide. Et c'est en ce sens-là que les choses se font. Alors, comme on le disait, les concessions à perpétuité, en revanche, effectivement, on se rend compte que, mine de rien, il y a aussi un moment où elles disparaissent. Un grand merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Plus pour le moment, non. Et ni sur Facebook, beaucoup de retours positifs suite aux différentes interventions. Mais je n'ai plus de questions à proprement parler. Et merci beaucoup Anne-Sophie pour ton rôle de modératrice. Et je pense qu'effectivement, on peut conclure ici en disant que, en tout cas, sur ces 2 premières matinées d'études sur le thème des collectionneurs et musées, peut-être qu'il y en aura encore, nous l'espérons, voilà, beaucoup d'aspects de cette relation compliquée, sensible, mais aussi très positive et très porteuse ont été abordées. Et je pense qu'une des grandes lignes qu'on peut dresser de ça, c'est aussi de dire que, et M. Mérès vient de l'évoquer avec son expérience avec Ignace van de Viveros, c'est que toute cette, pour nous professionnels de musée, toute cette relation avec les collectionneurs qui est compliquée et que l'on n'apprend pas à l'école, que l'on n'apprend pas en histoire de l'art, que l'on n'apprend pas même dans des formations plus de gestion, on gagne beaucoup de ces échanges et c'est par là peut-être qu'une certaine expertise peut se développer et qu'on peut espérer aller ensemble vers, je dirais, une plus grande encore patrimonialisation et plus d'exemples comme celui de Marc Danval à la Bibliothèque royale de donations qui sont réussies, parce qu'on a évoqué des donations ratées. Je pense qu'une donation ratée, c'est une donation qui voulait se passer mais qui ne se passe pas. Et donc espérons que l'on puisse encore avoir des lieux de parole comme ceux-ci pour évoquer des questions qui sont sensibles. Je remercie évidemment tous les participants qui ont posé des questions, qui ont été présents aujourd'hui. Et bien évidemment, je remercie tous nos intervenants. Madame Cornas, peut-être d'abord, qui s'est libérée en dernière minute et qui a bien voulu intervenir. Monsieur Marc Danval, Monsieur Sergio Cervellón et Monsieur François Mérès. Quoi qu'il en soit, le résultat de ces matinées d'études fera donc l'objet de publications. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter de la Wittokiana pour rester au courant de la suite de ces journées d'études, tant au niveau collectionneur et musée que la suite des thématiques, parce qu'évidemment, ce que collectionner veut dire, ce n'est pas juste collectionneur et musée ou collectionneur et psyché. Nous aurons d'autres thématiques qui seront abordées sur le moyen terme, je dirais. Voilà. Un tout grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup.